pour répondre aux questions de la dernière fois, on se demandait c'est quoi le pourcentage de la population en général qui souffre de troubles sensoriels. Puis, selon les études, on dit que c'est entre 5 et 15% de la population. Les garçons semblent plus susceptibles d'être atteints d'un trouble sensoriel que les filles. Et puis, environ 60% des gens qui ont un trouble sensoriel ont aussi un autre trouble. Je pense qu'on a déjà entendu là, avec le témoignage de Marie et je n'ai pas tout retenu là, d'une autre maman qui a un garçon. Ah oui, de Annalise qui a un garçon aussi qui est autiste. Donc, c'est des conditions qu'on retrouve souvent ensemble. Ensuite, puis dans le fond, l'origine des troubles sensoriels, elle demeure inconnue, mais il y a certains facteurs qu'on connaît qui peuvent contribuer ou qui sont plus présents. Donc, des complications prénatales ou à la naissance, des petits poids à la naissance, des naissances prématurées, le stress parental, la consommation d'alcool ou de drogue, certains facteurs génétiques, l'exposition à des agents chimiques pendant l'enfance, une faible stimulation sensorielle. Ce sont des exemples dans la littérature. Et puis, bon, comme je viens de le dire, il y a ce qu'on appelle la comorbidité, qui n'est pas un mot très chouette, là, mais qui signifie qu'il peut y avoir un trouble sensoriel en même temps qu'un autre trouble. Fait que pour les troubles du spectre de l'autisme, il y aurait entre 80 et 90% des gens qui ont les deux conditions. C'est les gens qui ont un trouble déficitaire d'attention avec hyperactivité aussi. Dans environ 60% des cas, ils ont un trouble sensoriel. Et puis, les personnes qui ont la trisomie 21, dans presque la moitié des cas, on voit aussi des troubles sensoriels. Les personnes qui ont des troubles sensoriels, ils sont 4 fois plus à risque de développer des problèmes émotifs ou émotionnels et puis 3 fois plus à risque de développer des problèmes de comportement. Donc, on voit l'importance de cette condition-là. Puis peut-être on peut espérer qu'en traitant les troubles sensoriels, on peut réduire les effets de ces troubles-là. Certains problèmes qui sont dérivés d'un trouble sensoriel, c'est des difficultés d'apprentissage, de coordination, des différences au niveau du tonus, des difficultés de comportement, au niveau du langage, au niveau de la réalisation des activités de tous les jours. Ça, on a déjà entendu dans vos témoignages comment certaines activités de tous les jours deviennent plus compliquées. On retrouve souvent des gens qui sont plus distractibles ou impulsifs, qui peuvent être hyper ou hypoactifs, des retards moteurs, plus irritables, des étourdissements, puis de l'anxiété, et puis ça peut même donner des problèmes au niveau de la digestion. Je ne veux pas passer beaucoup de temps sur ça. On avait demandé d'un peu plus de théorie. Donc, comment classer les troubles sensoriels? Les différents auteurs le font de différentes façons. Lucy Jane Miller, qui est une ergothérapeute qui a beaucoup développé de théories autour des troubles sensoriels, elle classe en 3 catégories. Des gens qui ont de la difficulté au niveau de la modulation, donc ça va être des gens qui vont être hyper réactifs ou hyporéactifs ou en recherche de sensations. Des gens qui ont des troubles moteurs, je pense que c'est d'origine sensorielle, je me suis trompée dans ma traduction. Ça va donner des enfants qui ont plus un profil de dyspraxie ou d'un désordre postural. Et puis, des gens qui ont plus des désordres au niveau de la discrimination. Fait qu'on parlait d'hyperacousie. Ça peut aussi être au niveau là, des autres sens. Ensuite, il y a une autre ergothérapeute, Lucy Jane Miller, Winnie Dunn, qui elle a plutôt placé les différences sensorielles sur 2 axes. Donc,
il y a l'axe horizontal, c'est des gens qui vont être plus passifs au niveau de leur façon de s'autoréguler, et puis les gens qui vont être plus actifs. Et puis dans l'axe vertical, c'est au niveau du seuil neurologique. Donc, les gens qui vont avoir un seuil élevé, ils vont avoir besoin de beaucoup de stimulation pour pouvoir répondre. Et puis les gens qui ont un seuil faible, eux, c'est les hypersensibles qui réagissent très rapidement à une stimulation. Donc, ça donne 4 portraits différents. Donc, les gens qui sont sensibles, ils remarquent l'information, puis ils réagissent rapidement, mais ils ont une réponse qui est plus passive par rapport à la stimulation. Fait que ça pourrait être un individu qui semble distrait parce qu'il y a de la musique dans son environnement ou si la télévision est allumée. Donc, son attention va être portée vers la stimulation, mais il ne va pas nécessairement chercher à la fuir. Ça va juste tout l'absorber. Donc, les autres personnes qui sont hypersensibles, il y en a qui vont plutôt tendre à éviter les sensations. Donc, ils vont remarquer l'information rapidement, puis ils vont avoir une réponse forte et active d'évitement. Ils vont se retirer des situations familières. Ça peut ressembler à des individus qui font des crises, puis qui évitent visiblement l'environnement quand il y a de la musique forte, par exemple. Ensuite, il y a les gens qui ont un seuil élevé, donc qui peuvent tolérer ou qui aiment beaucoup de stimulation. Et puis, il y en a dans cette gang-là qui vont rechercher la stimulation. Fait que ça, c'est des enfants qui sont tout seuls, qui se mêlent à tout, qui recherchent beaucoup la musique. Par exemple, par rapport à la musique, ils vont rechercher à écouter de la musique très forte, ils vont danser ou bouger ou se bercer pour avoir beaucoup d'input sensoriel tout le temps. Puis ensuite, il y a des gens qui ont plus de difficulté à encoder l'information. Donc, eux, ça leur prend beaucoup d'informations sensorielles pour bien la reconnaître puis l'encoder. Et puis, leur autorégulation est plus passive. Donc, ça va être plus les individus qui tendent à ne pas répondre quand on les interpelle, à moins qu'on soit dans leur face, qu'on fasse beaucoup de gesticulage, qu'on les bombarde d'informations. Ensuite, on avait parlé la dernière fois beaucoup de la théorie du docteur Porges, qui, lui, a développé la théorie polyvagale, si on veut. Donc, j'ai traduit une petite présentation que j'ai trouvée sur leur site web, que je vais essayer de passer rapidement. Donc, Dr. Porges, c'est un neuroscientifique, et puis lui, ce qu'il a découvert, c'est que en fonction de la stimulation de notre nerf vagal, on peut être soit dans un état de détente et de relaxation ou dans un état plus de fuite ou de survie, dans le fond, flight or fight or fright. Et puis, ce qu'il a découvert, c'est que si on peut stimuler certains sens d'une façon spécifique, on peut amener les personnes à passer à un état plus de détente puis d'interaction. Puis l'hypothèse que j'ai, c'est que si on est en surcharge sensorielle ou si on est un hypersensible, comme on semble avoir plusieurs participants ou parents de participants ici, c'est qu'on est toujours en mode survie, hein, parce que notre environnement, on le perçoit comme menaçant ou potentiellement menaçant. Donc, on est toujours sur le qui-vive. C'est un peu un cercle vicieux. Quand on est dans ce mode-là, ben, on est plus irritable, tout nous dérange davantage, et puis on peut se retrouver dans un engrenage aussi. Ce que les recherches démontrent, c'est que dans notre société, la charge de stress latente tend à être assez élevée. Les réponses au stress, le flight or fight, si on veut, c'est des réponses qui sont importantes pour pouvoir assurer notre bien-être. Sauf que
pour beaucoup de personnes, on engage ou on embarque dans ce mode-là et puis on ne réussit plus à retrouver un état de calme. Fait que lui, ce qu'il a découvert, c'est qu'avec certaines stimulations, on peut vraiment aider notre système nerveux à retrouver un état plus d'équilibre. Et puis quand on a cet état d'équilibre-là, on est plus en mesure de faire des apprentissages. Alors, quand on regardait au début la longue liste de troubles associés aux troubles sensoriels, troubles d'apprentissage, distractibilité, mais ça fait du sens parce que si on n'est pas bien dans notre corps, si on a toujours peur qu'il y ait des sensations inconfortables dans notre environnement, bien, on va toujours être dans un état de stress plus élevé. Donc, on va être moins disponible pour avoir des belles relations, pour être en mesure d'apprendre ce que l'enseignant veut nous donner comme information. Donc, plus ça va, plus dans ma pratique, c'est la base, c'est de créer ou d'amener l'enfant avec qui je travaille à être dans un état de régulation. Parce que si on n'a pas ça au départ, ben, on ne peut pas travailler les fonctions exécutives ou on ne peut pas avoir accès là, à notre cognition. Fait que c'est vraiment important de travailler à soutenir l'enfant puis à l'amener dans un espace où il est en état de régulation. Donc, pourquoi un traitement et une régulation efficace sont des fondements essentiels à la santé? Donc, déjà, on disait, c'est tout dans ta tête que ça se passe, mais plus ça va, plus on réalise que c'est pas tout dans la tête. On réalise qu'il y a, on fait une nouvelle prise de conscience des effets d'un stress permanent. Ou peut-être que c'est les résultats mitigés de thérapie comportementale qui nous ont amenés à voir que certains aspects de notre santé échappent à notre volonté et au contrôle conscient. Puis, en jetant un regard neuf sur la façon dont nous développons et sur la manière dont notre cerveau se connecte à notre corps, nous pouvons comprendre comment nous développer. Donc, comment notre corps-esprit se développe, ben, c'est progressivement. Les compétences cérébrales supérieures se développent après la mise en place d'une base sensorielle et émotionnelle solide. Parfois, la base sensorielle n'est pas entièrement développée. Parfois, notre régulation émotionnelle est ébranlée par des changements de vie. Que se passe-t-il alors? Eh bien, le résultat final est que nous ne fonctionnons pas tout à fait aussi bien. Les fonctions cérébrales supérieures, telles que l'apprentissage, la communication, la concentration, dépendent de notre capacité à traiter les informations entrantes au niveau sensoriel. Fait qu'on est toujours à la recherche de l'équilibre. On parle de notre besoin d'équilibre émotionnel. Ceux d'entre nous qui sont par ailleurs en bonne santé constatent que le stress s'est insinué dans nos vies et perturbe notre sommeil, notre travail et les relations. Ceux d'entre nous qui sont confrontés par des difficultés d'apprentissage ou de développement ou de santé mentale réalisent que l'amélioration dépend de notre état émotionnel. Fait que si on n'est pas dans un bon état calme, ben, on ne peut pas travailler sur des choses qui sont des défis pour nous. Si nous sommes inquiets et que nous ne nous sentons pas en sécurité, ben, nos défenses s'élèvent et toute l'activité ou la thérapie dans laquelle nous sommes engagés devient inefficace. Pour trouver l'équilibre émotionnel, il faut développer un système nerveux qui, comme un corps sain, a la souplesse nécessaire pour réagir de manière appropriée par l'action ou par la relaxation. Fait que la quête ultime, c'est se connecter au nerf vague. Le système nerveux autonome est au centre de notre processus d'autorégulation. Ça influence les systèmes importants de notre corps, notamment le cœur, la fréquence respiratoire, la digestion. Il envoie constamment des signaux à notre corps, nous prépare à réagir à diverses situations à tout moment. Notre système nerveux autonome est en grande partie régi par le nerf vague. Le nerf vague est le plus long nerf crânien. Bon. Donc, il y a deux voies dans le nerf vague. Il y a la voie dorsale qui répond aux signaux de danger extrême. Par exemple,
la prise de contrôle par le nerf vague dorsal et le trac. Nous nous sentons immobilisés, fermés, incapables de nous connecter. C'est une adaptation de l'évolution pour la survie. C'est intégré dans notre système nerveux. Lorsque nous sommes, par contre, fermement ancrés dans le nerf vagal ventral, notre rythme cardiaque est plus lent, notre pression sanguine diminue et nos défenses sont baissées. Dans cet état, nous sommes calmes et régulés. Dans le contexte thérapeutique, nous sommes disponibles psychologiquement et physiologiquement pour le changement. Donc, le nerf vague peut influencer notre état émotionnel et physiologique. Ce lien est expliqué par le Dr. Porges, dont la théorie polyvagale est largement acceptée comme une percée scientifique en matière de neurocomportement. La théorie explique le lien entre la stimulation du système vagal et le sentiment de sécurité. Nous pouvons stimuler le nerf vagal de nombreuses façons, par l'exercice, le chant, le yoga, la méditation, les massages et la musique. Donc, les voies sensorielles qui nous aident à interpréter notre environnement sont intégrées à notre système nerveux. Tout comme la régulation des émotions, notre capacité à traiter les informations détermine notre capacité à penser, à apprendre et à communiquer avec les autres. Un individu incapable de traiter correctement les informations sensorielles peut se sentir isolé et avoir des difficultés à s'asseoir, à socialiser, à se faire des amis, à se sentir heureux dans le monde. Fait que les fondations du fonctionnement supérieur du cerveau ne sont pas aussi solides qu'elles devraient l'être. Cela peut arriver à chacun d'entre nous, mais c'est particulièrement fréquent chez les enfants ayant des difficultés d'apprentissage et de développement, y compris l'autisme, et chez celles qui ont subi des traumatismes. Donc, l'oreille est le portail au cerveau, semblable à un massage. Agissant sur les muscles du corps, les vibrations sonores activent les réseaux neuronaux auditifs, notamment une branche du nerf vague, la ramus auricularis. Lorsque le nerf vague est stimulé, les signaux sont envoyés à notre cerveau, à notre système nerveux pour lui dire de se détendre et de relâcher les tensions. Avec la relaxation, toutes les fonctions du cerveau et du corps devraient s'améliorer. Il y a diverses techniques qui peuvent être efficaces pour stimuler l'activité cérébrale, la conduction osseuse et la conduction aérienne. Ensuite, les neurones qui sont activés ensemble se connectent ensemble. C'est la loi de Hebb qui fait référence aux voies neuronales. Donc, c'est ça. Grâce à la stimulation cérébrale, lorsque nous exerçons des neurones impliqués dans nos réseaux vagal et sensoriels, ils deviennent plus actifs et recrutent d'autres neurones. Au fil du temps, nous créons de nouvelles habitudes, de nouvelles activités cérébrales. Donc, le programme sensoriel, dans le fond, c'est un petit peu un CrossFit pour notre cerveau. Fait qu'il y a plusieurs outils. Cette présentation-ci, elle faisait beaucoup plus appel aux outils là, du Safe and Sound Protocol, mais dans le fond, on peut voir qu'il y a beaucoup de sens qui sont qu'on peut stimuler, qui vont nous apporter là, un sentiment de bien-être. Fait que ça, c'était la partie théorique. Je vous partage, on a eu 3 questions qui nous ont été soumises là, par vous avant la rencontre. Donc, il y a une maman qui se posait la question à savoir si la masturbation d'un enfant qui est âgé en bas de 10 ans, si ça pourrait être une recherche au niveau sensoriel. Alors, j'ai dû faire des petites recherches. Donc, ce que j'ai appris, c'est que la masturbation, c'est un phénomène normal dans le développement des enfants. Cependant, si vous avez des inquiétudes par rapport à la fréquence ou si c'est une nouvelle habitude ou qu'elle a pris plus d'intensité, ça peut... non, il est important là, d'en parler au médecin de l'enfant pour s'assurer qu'il n'y a pas autre chose qui est sous-jacent.
Et puis, le médecin pourra déterminer si ça rentre dans les règles des attentes au niveau du développement ou si ça vaut la peine de faire une référence en psychologie. J'ai un lien, en fait, j'ai cherché, c'est au site Éducatou. Je pourrais partager le lien avec Vanessa qui pourra vous le partager. Il y a une sexologue qui a écrit un petit mot pour répondre à des questions d'une éducatrice par rapport à la masturbation. Donc, c'est toujours important de ne pas faire vivre de honte à l'enfant en lien avec le comportement, mais plutôt d'aborder que certains comportements sont publics et d'autres privés, puis que l'enfant doit choisir un endroit privé pour se masturber. Si on regarde ça plus d'un point de vue sensoriel, dans le fond, on sait que la masturbation, ça a une fonction de relâchement de tension. Et puis, c'est un comportement qui peut augmenter si l'enfant vit des situations de stress ou d'anxiété. Si c'est ça le cas, ben, c'est plus en adressant le stress puis l'anxiété qu'on va réussir à faire atténuer le comportement de l'enfant. Alors, à ce moment-là, peut-être qu'une consultation en psychologie en lien avec le stress puis l'anxiété serait bénéfique. Puis si on voit que la masturbation est une réponse au stress et à l'anxiété, ben peut-être qu'une approche sensorielle qui met l'emphase, comme on vient d'en parler, sur la régulation sensorielle, sur le bien-être, sur diminuer le stress, pourrait avoir un effet bénéfique sur la masturbation. Je ne sais pas qui a posé cette question-là, puis je ne sais pas si j'y ai répondu. Les stimulations qui ont tendance à être plus calmantes, je pense que Vanessa l'avait déjà identifié, l'éclairage tamisé qui peut avoir vraiment un effet. Des fois, si on est dehors, c'est simplement de porter une casquette ou des lunettes de soleil. Ce qu'on dit, c'est que le toucher profond de type massage, c'est vraiment plus calmant. Des sons plus doux dans la fréquence du langage ou de la musique classique. Le mouvement peut être très excitant. Hein? Donc, des fois, sauter, ça n'a pas un effet nécessairement calmant parce que la stimulation vestibulaire, elle est très excitante. Fait que ce qu'on a découvert, c'est que c'est plus les mouvements linéaires et rythmiques du genre se bercer qui sont plus calmants. Et puis aussi de faire un travail musculaire contre résistance. Fait que, on parle plus d'activités isométriques, donc où il n'y a pas trop de mouvement, mais où on doit vraiment tendre nos muscles. Et puis, ce qui est plus excitant, c'est tout le contraire, dans le fond. Les touchés légers, habituellement, qui chatouillent, ça, c'est plus excitant ou désorganisant. Il y a des enfants qui ne tolèrent pas, ceux qui n'aiment pas les étiquettes ou les chandails de laine. Les mouvements rotatoires. Fait que, Joe, quand tu parlais du jeune qui est plus mollo puis calme, ben lui, tu aurais le goût de lui donner plus les stimulations qui sont à droite de l'écran, tandis que son copain qui est déjà en surcharge, il faut y aller plus avec ce qui est à l'autre opposé. Ça parle de la diète sensorielle. Puis là, je voulais montrer ici, si vous avez un ballon thérapeutique, puis vous pouvez appliquer des pressions profondes sur le dos de l'enfant, rouler le ballon de droite à gauche, vous pouvez mettre tout votre poids sur le ballon. Ça a vraiment un effet calmant pour les enfants qui sont en décharge ou en surcharge sensorielle souvent. Puis je trouve que c'est une façon, surtout là avec la COVID, mais avec aussi le besoin de faire attention à la proximité corporelle, souvent les enfants, d'avoir le ballon comme interface, c'est vraiment aidant. C'est des autres activités. Donc, celui-là où l'enfant est couché ou assis, puis il doit donner des coups de pied à un ballon, ou bien si on est en contexte de garderie ou de classe, si tous les enfants sont dans cette position-là en rond, on peut se passer le ballon d'un à l'autre en n'utilisant que les pieds. Je ne sais pas si vous... Est-ce que vous voyez mon curseur qui bouge? Oui, OK. Quand on parlait d'activités isométriques,
de faire la chaise au mur. Si on veut augmenter le défi, on met un ballon dans le dos, donc on doit vraiment tout utiliser nos muscles stabilisateurs pour rester en place. Fait que ça, c'est des stratégies. Il y a la couverture lourde. On n'en a pas parlé, mais c'est un peu dans le même sens que de faire les pressions avec le ballon. C'est très calmant pour beaucoup d'enfants. Pour les parents qui ont des enfants qui aiment bouger, là, de descendre des escaliers à plat ventre comme ça c'est vraiment du travail lourd. C'est super amusant. J'aime beaucoup les planches à roulettes pour les activités de travail lourd aussi. Là, cette petite image-là. Je m'excuse, mes images sont toutes un peu floues. Je les ai trop agrandies. Mais coucher sur le dos, on se propulse en se tirant sur une corde. Ça va vraiment chercher tous les muscles fléchisseurs. Les enfants adorent et puis c'est vraiment très régulateur. Ici, c'est un peu le genre de marche du crabe, mais avec les pieds sur la planche à roulettes. Ça, c'est des activités où il y a du mouvement, mais où on doit vraiment tout engager nos muscles. L'autre stratégie qui peut être très aidante, puis il y a quelqu'un qui fait un travail de pleine conscience avec les enfants, c'est de travailler la respiration. Donc, de simplement prendre 3 grandes respirations lentes et profondes, ça peut vraiment baisser le niveau de stress de façon assez instantanée. Ce n'est pas une pratique qu'on instaure quand l'enfant est déjà en surcharge, c'est vraiment quelque chose qu'on doit faire de façon régulière pour que ça devienne une habitude. Le docteur Porges il a étudié ça aussi, puis au niveau de la stimulation du nerf vagal, juste le fait de prendre 3 respirations profondes, c'est vraiment un reset rapide. Donc ça peut être vraiment aidant. Sinon, il y a aussi les sifflets silencieux et puis mâcher de la gomme ou mâcher des crudités, comme faisait le fils de Marie avec ses amandes. C'est une façon d'aller chercher une stimulation orale qui est régulatrice. Donc ça, c'est d'autres images avec des activités. Oh, on ne voit vraiment pas très bien, je suis désolée. Donc, le fait de rouler au sol ou de rouler les uns par-dessus les autres, de faire le jeu du rouleau compresseur, c'est super amusant. C'est des façons qu'on peut changer l'humeur.